Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale, une vidéo que à la base j'avais pas forcément envie de faire et que j'avais pas forcément l'ambition de faire, si je devrais être très précis, mais l'occasion, j'ai envie de dire, il s'est passé des choses et vu qu'il se passe des choses, j'ai envie d'en parler sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai déjà parlé de WWE sur ma chaîne, j'ai une playlist avec plein de vidéos diverses et variées. Et j'avais failli reprendre les vidéos au moment où Bray Wyatt avait perdu contre Goldberg pour déverser toute ma haine envers cette promotion absolument affreuse. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Mais là, hier soir, c'était quand même un exercice de style assez étrange, on va pas se mentir, puisqu'a eu lieu WrestleMania 36 à huis clos, puisque le monde est touché par la pandémie, et donc nous nous retrouvons avec un show où il n'y a pas de public. Donc un show de catch avec pas de public, c'est un peu étrange, on va pas se mentir, ça fait partie de ces trucs un peu qu'on espérait jamais voir et puis qui arrivent. Alors c'est étrange, mais ceci étant dit, ça a créé un show particulièrement sympa, je trouve personnellement. Même si la première partie du show, on va en parler. Oh, quelle horreur, mon dieu, c'est peut-être un des pires débuts de WrestleMania de tous les temps. Mais de tous les temps, c'était infernal. Et puis après, ça s'est amélioré au fur et à mesure de la soirée, en finissant vraiment avec quelque chose en apothéose. Et quand le main event est arrivé, on ne pensait pas que ce match serait le main event. Et quand on a vu le résultat, on a compris pourquoi c'était le main event, tout simplement parce que c'était un match, c'était une vraie expérience. Mais on va en parler après. Alors, donc moi j'ai pas regardé le pré-show parce que ça m'intéressait pas. Il y avait aucun match d'annoncé, puis après ils ont annoncé Cesaro Drugulak. Alors j'ai juste vu quelques images, Cesaro avait l'air d'avoir fait une prestation assez exceptionnelle, mais personnellement je ne l'ai pas vu. Donc c'est lui qui a remporté le match, mais voilà, je ne l'ai pas vu donc je vais pas en parler. Et moi j'ai commencé donc directement avec la carte principale, avec Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Kabuki Warriors pour les titres par équipe de la WWE féminin. Alors, en fait, c'est limite là, on repart de la boucle puisque c'était déjà ce match-là qui avait vu un changement de titre et un changement de ceinture des championnes. Donc en fait, elles se sont juste rendues leur titre. C'est un peu dommage. Ceci étant dit, je trouve que personnellement, le duo des Kabuki Warriors a été plutôt intéressant, mais pour moi, Asuka a un meilleur potentiel en solo, personnellement, en tout cas c'est ce que je crois, et il était temps peut-être qu'elle retrouve un rôle solo, parce que si vous regardez bien, ces dernières semaines, ces derniers mois, elle était en feud avec Becky Lynch, quand même, qui était en solo, on va pas se mentir, même s'il y avait eu un match par équipe avec Charlotte, c'était du solo. Et donc, c'est une catcheuse qui est tellement exceptionnelle, même si j'adore Kairi Sane personnellement, même si j'attends beaucoup plus l'arrivée dans le roster principal de catcheuses comme Bianca Belair par exemple, qui pour moi a un potentiel d'être la plus grande des catcheuses de cette nouvelle génération là qui arrive de NXT. Pour moi, c'est la plus douée de celle qui arrive. Je vous le dis tout de suite, elle quand elle va arriver, ça va être pognon, un truc de fou quoi. C'est Sasha Banks, elle fait moins de botch, et en même temps elle est aussi charismatique. Et elle a une entrée de fou, enfin vous allez voir, le jour où elle arrive dans le roster principal, je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord. Et donc le match était relativement sympa, il a duré un quart d'heure, peut-être un peu long pour un opener, c'était un peu chaud, et puis je trouve que le match, il y avait pas des trucs de dingue. Le finish est sympa sans plus, on s'ennuie un petit peu, je trouve qu'on s'ennuie un petit peu devant ce match. Il se passe pas forcément énormément de choses, c'est un peu dommage. Et bon, après c'était le premier match de la soirée, il fallait s'habituer au huis clos. Alors moi qui regarde les weekly, j'étais un petit peu habitué, mais quand même, le huis clos, la WrestleMania, c'était un peu pesant. Et puis, je sais pas, je trouve qu'Asuka, elle n'a pas... D'habitude, elle en fait plein, elle en fait des caisses, là, elle était très réservée. Un peu dommage. Mais on va parler surtout du second match. Mais quelle idée! Quelle idée WWE! Mais quelle idée, je vous en prie! Elias, contre Baron Corbin. Ouais, on a eu ça à WrestleMania. Sans public en plus. Hein. C'est-à-dire qu'on va tout miser sur le in-ring. Mais comment, dans cette structure, tu peux te dire, je vais mettre Elias contre Baron Corbin? Donc, c'est un accident de la route. Ça dure quand même 9 minutes. 9 minutes. Mais 9 minutes, un calvaire ce truc. Oh, Elias, Baron Corbin. Oh là là, Baron Corbin il arrive. Il nous fait une promo où il dit qu'Elias en gros va pas venir parce que il est blessé après le dernier SmackDown Live, blablabla. Bla bla bla. Et puis donc il veut gagner par forfait. Puis Elias arrive. Oh, mais quel match!
quelle horreur! Mais quelle horreur! Et puis après, mais c'était infernal. C'est le pire match de la carte, c'est clair et net, mais c'était le pire match de la carte avant que ça se produise, et quand ça a eu lieu, mon dieu. Parce que Elias, ce qui est cool, c'est quand il y a du public qui peut faire son chanson à la guitare pour faire réagir la foule, etc. Là, Elias, tu le mets en face. Parce que ce qui aurait été sympa pour moi, pour Baron Corbin, c'est de lui mettre Jeff Hardy. Jeff Hardy n'avait pas de programme en ce moment. Il vient juste de revenir. Il est même pas sur la carte de WrestleMania. Ça aurait été cool, selon mon point de vue, hein, de le mettre face à Baron Corbin. Alors ça aurait pas donné un grand match non plus. Mais Jeff Hardy, il a un style suffisamment spectaculaire pour que ça marche seul, sans public. Là, Elias Baron Corbin, quoi. Elias Baron Corbin. Les deux catcheurs qui dans le ring sont les plus décevants depuis un an, voire même plus, c'est une catastrophe. Là, je suis en train de me faire, pour ceux qui suivent sur Twitter, j'ai en train de me faire tous les takeovers. Mais déjà, Baron Corbin à NXT, c'était... Bon, il avait une personnalité, on peut pas lui enlever, mais dans le ring, c'était quand même pas terrible. Et ben, maintenant, il a même plus la personnalité, il a jamais eu le in-ring. C'est une catastrophe, ce match. C'est une catastrophe. Et alors après... Bon bah après, c'est le truc, tout le monde l'attendait ce match. Becky Lynch contre Shayna Baszler. La grosse déception. Parce que, en fait, Elias Baron Corbin, voilà, tu sais que ça va se vautrer. Tu le sais, c'est un accident de la route en direct. Celui-là, il avait un vrai potentiel. Parce que Shayna Baszler, gros potentiel, c'est une des catcheuses qui montait à NXT. Alors je vais être tout à fait transparent avec vous. Personnellement, même si je reconnais toutes les qualités possibles à Shayna Baszler, je suis moins fan personnellement de Shayna Baszler. C'est une catcheuse que je trouve vraiment, elle est stiff, elle a un style très bourrin, etc. C'est très sympa. Mais personnellement, c'est pas forcément ma catcheuse préférée. Je préfère à NXT, Io Shirai par exemple, ou Bianca Belair. Si vous ne connaissez pas ces deux catcheuses, allez les voir. C'est potentiellement les deux catcheuses les plus géniales qu'il y a à NXT en ce moment. Avec Rhea Ripley forcément, mais c'est un cas particulier, puisqu'elle est championne. Mais là, Bianca Belair et Io Shirai, elles sont pour moi hein, selon mes goûts, hein, ils sont au-dessus de Shayna Baszler. Alors je suis sûr que beaucoup de gens ne le pensent pas, parce qu'elle a été bookée comme un monstre, Shayna Baszler. Alors moi personnellement, si j'avais dû faire ma carte, j'aurais mis Shayna Baszler, mais contre Asuka. Pour le côté, en fait, les références NXT, ça aurait été pas mal. Là, il la met face à Becky Lynch qui est ultra over normalement. Bon là, il n'y a pas de foule, donc on peut pas s'en rendre compte. Qui est quand même assez... voilà, c'est un peu le visage de cette division féminine. Et bah, ils ont pas osé la faire perdre. Donc le match dure 8 minutes 30, très court. C'est-à-dire qu'il dure moins longtemps que Elias Baron Corbin. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref. Et le finish, il est nullissime. C'est Becky Lynch qui renverse la prise de soumission de Shayna Baszler. Elle l'a fait une sorte de roll-up, on pourrait dire. Et elle gagne. Enfin, c'était nul. Alors je pense que cette victoire un peu à l'arraché justifiera peut-être des rematchs par la suite. C'est pas la première fois qu'une rivalité de WrestleMania continue. Si on se souvient de AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, ça a duré après sur de nombreux pay-per-views suivants. Donc c'est pas impossible que ça continue. On sait très bien qu'il y aura des difficultés pour faire des shows là dans les prochaines semaines, mais c'est un autre problème. Ça, c'est à WWE de gérer. Mais Shayna Baszler, je trouve que ils l'ont booké très très fort après sa victoire à l'Elimination Chamber. Et là, je trouve qu'elle était pas si dominante que ça par rapport, même si elle était dominante, mais c'était pas si fou que ça. Et puis je trouve que, alors c'est peut-être moi, mais là, sans public, je trouve que c'était assez pauvre. Alors, si vous suivez Dave Meltzer, qui est quand même une des personnalités les plus connues du monde du catch, Dave Meltzer a dit quelque chose un jour, mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Il dit, pour juger la qualité d'un match, il faut le regarder sans le son. Alors, je sais pas comment il fait cet homme, parce que moi, pour regarder un show de catch sans le son, pour moi, c'est une torture. C'est impossible, je peux pas regarder un show de catch sans le son. On a besoin du son, on a besoin de l'ambiance, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir ce qui se passe. Une foule peut chier sur un match, c'est aussi ça qui est génial. On se souviendra tous de ce Brock Lesnar Roman Reigns où la foule en a rien à foutre du match pendant tout le long, jusqu'à que, au miracle, Brock Lesnar batte Roman Reigns. Et là, la foule, elle était, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que tout le monde se doutait que Roman Reigns allait gagner le titre à ce moment-là. Et en plus, Roman Reigns se donne à fond, hein. Il se met le visage en sang et tout, il fait tout pour aimer la foule, ça marche pas. Et bah là, Becky Lynch, Shayna Baszler, je pense que ce match aurait été mieux avec de la foule, etc. Mais là, sans foule, c'était pas bien regardable. C'était un peu ennuyant. Et puis, Shayna Baszler, vu que moi personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est pas une catcheuse que j'aime énormément, j'étais plutôt content que Becky Lynch gagne. Mais j'étais content, mais en même temps,
moi je réalise sur Twitter, je dis c'est pas possible. Ils ont créé parce qu'après en fait le souci qu'il va y avoir, et je vous le dis tout de suite, c'est qui vous mettez maintenant face à notre amie Becky Lynch. Parce que ce qui est bien sympa, c'est maintenant elle a éliminé toute la concurrence. Alors il y en a qui vont me dire, oui il reste Ronda Rousey, mais Ronda Rousey n'est pas, pour l'instant elle n'est pas là. Donc qui ils vont lui mettre en place? Est-ce que, bah, comme je vous le dis, il y aura peut-être Yoshirai, peut-être Bianca Belair qui vont arriver dans le roster principal, mais j'y crois pas trop parce que qui va rester après de l'autre côté, du côté de NXT, il faut bien qu'il reste des gens, donc ça va être très compliqué. Donc je pense qu'à mon avis, là, il va y avoir une complication dans les prochaines semaines et dans les prochains temps là de qu'est-ce qu'on fait de Becky Lynch, quelle rivalité on lui fait, et c'est pour ça que je pense que la rivalité avec Shayna Baszler n'est pas finie. Qu'en fait là c'est qu'une étape et que ça va continuer. Je serais surpris que ça s'arrête là. Enfin, je serais surpris, à moins que ce soit vraiment un manque de confiance de la part de Vince McMahon sur Shayna Baszler et que là vraiment elle ait pris le mur à 200 à l'heure et que ça soit terminé. Et ensuite, alors le match un des matchs qui a volé le show hier soir. Et qui là, donc à partir de là, donc là, jusqu'à là, pour moi le show c'était, franchement c'était pas du tout plaisant de le regarder. Il y avait déjà quasiment 1 heure de show, là 1h15 à peu près. Donc il devait être 2h30 du matin, j'en avais un... Voilà, c'était pas terrible, voilà, moi j'étais pas du tout investi. Et là, arrive un match où tu te dis, mais c'est pas possible ce match. C'est un match pour les titres par équipe, mais ils seront tout seuls. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Et donc ils mettent, écoutez bien. Non, pardon, excusez-moi. D'abord, c'est le match pour le titre intercontinental, pardon, avec Sami Zayn et Daniel Bryan, qui était un très bon moment. Alors Daniel Bryan, par contre, je sais pas ce qu'il avait contre Sami Zayn, mais il lui a mis des coups assez stiff. Si vous savez pas ce que ça veut dire stiff, ça veut dire très réel. Il faut savoir que dans le catch, les coups sont, enfin les prises sont réelles, et ça fait mal, etc. Sauf que le but, c'est que le catcheur puisse repartir chez lui en étant en bonne santé, en fait. C'est le but du catch. Donc il faut que ça soit suffisamment spectaculaire, mais en même temps que ça ne fasse pas suffisamment mal pour empêcher le catcheur de pouvoir rentrer chez lui et continuer sa vie normalement. Et ben là, c'est quand même, je trouve que Daniel Bryan, il y allait, hein. Purée, waouh, il mettait des sacrés coups à Sami Zayn, qui en a pris plein la gueule. D'ailleurs, il avait les cheveux, après il était complètement dans un autre sens, dans un autre monde, c'était l'enfer, c'était terrible. Et puis, donc, après, le truc qui était assez sympa dans ce match, personnellement, c'est que, bon, il n'y a pas de foule, il n'y a pas de public, mais là, ils avaient mis autour toute l'équipe de Sami Zayn, c'est-à-dire Shinsuke Nakamura, Cesaro, et de l'autre côté, il y avait Drew Gulak. Donc ça a permis, en fait, qu'il y ait de l'interaction avec les gens, donc ça a rajouté un petit truc en plus. Ça n'a pas fait un match à 1 contre 1, simple, seul, voilà, il rajoutait du monde, donc c'était vachement bien. Bon, en tout cas, moi j'ai passé un super moment, et là ça m'a relancé dans le show. J'étais donc victoire par contre de Sami Zayn, assez surprenante parce qu'on pensait beaucoup que Daniel Bryan allait gagner. Alors j'ai quand même une petite théorie, c'est qu'on avait des rumeurs comme quoi Daniel Bryan n'était peut-être pas en excellente santé, on sait pas, etc. Peut-être qu'ils avaient entendu ça, ils l'ont quand même fait catcher, et se disant, ouais, si jamais on doit tourner après derrière et que Daniel Bryan peut pas être présent, ben on sera embêté si on lui a donné le titre intercontinental. Donc voilà, d'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo, moi j'adore la ceinture intercontinentale, mais j'aimais bien l'ancienne. Moi la nouvelle je la trouve sympa, mais je la trouve pas, voilà, c'est pas une ceinture en tout cas que j'aimerais avoir en réplique par exemple. Je la trouve pas super jolie quoi, elle est sympa mais sans plus. En plus elle est plus petite, donc je trouve qu'elle fait moins prestigieuse, c'est un peu dommage. Ensuite, on a donc le fameux match, donc le fameux show stealer. John Morrison, champion par équipe avec le Miz. Le Miz ne pouvait pas être présent puisqu'il est malade et on le soupçonne d'être malade du virus. Qui affrontait donc Kofi Kingston, donc membre des New Day. Donc ça aurait pu être tous les membres du New Day. C'était un membre des New Day qui devait venir. Et ensuite Jimmy Uso, donc ça aurait pu être son frère également. Ils s'affrontaient tous les trois dans un ladder match. Si l'un des deux gagne, et ben il gagne pour toute son équipe les titres par équipe. Donc là c'est un match qui a été bricolé. Parce que ils auraient pu par exemple faire ils auraient pu retirer Morrison et le Miz et faire simplement un match par équipe entre les Usos et le New Day et essayer de faire une sorte de number one contender pour ensuite faire un match face à Morrison et The Miz quand The Miz serait remis. Mais au final, ce match c'était génial.
Alors John Morrison, il a été incroyable. Johnny Nitro, si vous le connaissez de Impact ou de tout ce qu'il a fait sur le circuit indépendant, c'est un catcheur incroyable. Moi, c'est un catcheur que j'aime énormément depuis toujours. Même si je fais partie des gens qui aiment pas du tout son thème d'entrée. Le thème qu'il a chez WWE, je l'aime pas. Parce que j'aime pas la façon dont il rentre. Je trouve que c'est pas comme ça que je le vois rentrer. Mais ceci étant dit, par contre, c'est un excellent catcheur et ça l'a toujours été. Et là, pour son qu'il avait pris entre les derniers WrestleMania que j'avais vu avec lui, où il était dans des ladder match Money in the Bank, où il était incroyable, on ne voyait que lui avec Shelton Benjamin à l'époque, c'était les deux catcheurs qui volaient le show à chaque fois. Et ben lui, il était incroyable, incroyable John Morrison, incroyable. Genre il a pas vieilli, il a encore pris des prises de risque folles. Quand il tombe sur le bump final, il est incroyable. Les coups sur les échelles, je trouve que les échelles ont été particulièrement bien utilisées. Kofi Kingston, il était top. Les Usos, ils étaient top. Mais on ne voyait que John Morrison. John Morrison, il crevait l'écran. On ne voyait que lui. Il était incroyable. C'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas faire perdre John Morrison après une prestation pareille. Franchement, il a volé le show. Et puis surtout, je me suis dit, moi, est-ce qu'ils vont vraiment oser changer le champion avec une règle un peu particulière comme ça? Je me suis dit, ils vont pas le changer. Mais c'était un match incroyable, un vrai show stealer. Il y a eu des prises de risque, des sauts incroyables. Alors, il n'y a pas la foule, mais on imagine, moi, je popais chez moi, j'étais tout seul, mais je popais, je disais, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est incroyable? Quel show, j'arrêtais pas de dire ça. C'était génial. Et donc, j'ai été réinvesti avec le match précédent, ça m'a permis de me remettre dedans. Et alors là, j'étais, mais à fond dedans. En plus, le scénario, à la fin, avec les trois qui sont en train d'attraper la ceinture, et là, John Morrison qui tombe, mais il attrape les ceintures avec lui. Le finish est très bon. C'est pas la première fois qu'on le voit, ça s'était déjà produit avant, mais c'est un excellent finish. Moi j'ai adoré ce match, je l'ai adoré, même si c'était à huis clos, et je pense que si ça avait été avec le public, ça aurait été, ça aurait été incroyable. Je pense que ça aurait été incroyable, la foule aurait exulté, ça aurait été fou. Je pense que ça aurait été fou, parce qu'ils ont vraiment tout fait pour que... Et puis en plus, ça aussi c'est l'avantage d'être à 3, c'est quand on est à 3 dans un... Mais il n'y a pas trop de temps mort, il y a toujours de l'action, et donc on n'a pas vraiment le temps de se poser la question de la salle vide, etc. Surtout ils montrent très peu la salle vide, donc ça se concentrait beaucoup sur le ring, et on était vraiment sur les prises de risque, donc on était hyper investi. Enfin moi en tout cas, j'étais hyper investi, et j'ai adoré ce match. Ensuite, le match pour moi personnellement de la soirée, qui, avant le main event, on en parlera après, parce que c'est un match à part, pour moi, c'est Kevin Owens qui affronte Seth Rollins. Alors, le match a commencé, moi personnellement je suis hyper fan de Kevin Owens depuis toujours, et Seth Rollins, moi je l'aime bien en heel, je l'aime pas trop en face, je trouve qu'en face ça marche jamais. En tout cas j'y arrive jamais, je sais pas pourquoi j'y arrive pas, alors quand il joue le connard comme ça, c'est parfait, j'adore quand il joue le connard. Et alors là, Kevin Owens contre Seth Rollins, ça a commencé, le match il était sympa le match, un déroulé assez classique. Mais Kevin Owens, moi je pense qu'on pourrait lui donner un catcheur de seconde ou de quatrième dimension. Le mec, il serait toujours capable de sortir des matchs 7 étoiles. Vous avez qu'à, pour ceux qui regardent NXT, vous pouvez vous refaire, parce qu'en ce moment c'est gratuit sur le network, vous pouvez vous faire tous les takeovers, c'est ce que je suis en train de faire moi. Et bah, non, deux chiens, mais l'arrivée de Kevin Owens à l'époque, mais c'est un truc de dingue, comme il martyrise Sami Zayn, c'est effrayable. Et bah, Kevin Owens, c'est un catcheur. Je pense que sans public, sans rien, peu importe, le mec il est tellement stiff, il a tellement des prises de risque, il est tellement fou, il a tellement de prestance, il impressionne tellement dans le ring, que pour moi, on n'avait pas besoin d'autre chose. Il a été incroyable, moi je l'adore, moi c'est un de mes catcheurs préférés, Kevin Owens depuis longtemps, et je trouve que là, il a été à la hauteur de l'événement. Mais il faut un deuxième catcheur pour endurer ça. Et Seth Rollins, il a été top. Pour jouer le heel un peu connard et tout, il a été top. Et le match en plus, bah, il va y avoir une disqualification. Puisqu'il va utiliser la cloche, il va la fracasser dans le crâne de Kevin Owens. D'ailleurs, j'ai cru remarquer que Kevin Owens saignait un tout petit peu. Donc, est-ce qu'il l'avait touché un petit peu? Bon, bref, ça, on saura jamais. J'ai essayé de vérifier 2-3 fois avec les plans, c'est pas très visible. Donc, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas touché, mais peut-être qu'il l'a un petit peu effleuré et que ça a un petit peu fait saigner. Bref, c'était pas du tout un gros sang, hein, c'était plus une éraflure, mais on voyait un petit peu. Et ben, derrière, Kevin Owens, donc disqualification, il gagne, mais il veut pas gagner comme ça. Il dit, hey Seth Rollins, on dit que t'es le Messi, mais tu sais quoi, le Messi, il oserait pas partir comme ça. Alors tu sais quoi, on va faire un autre match sans disqualification. Allez, no holds barred, on va se fracasser. Si t'as envie, tu veux gagner, tu veux perdre comme ça, tu veux se la jouer comme ça, c'est comme ça que tu veux faire. On est à WrestleMania ici. Allez, reviens sur le ring et on règle ça maintenant tout de suite. Et là,
bah Seth Rollins se dit il a un petit avantage parce que là Kevin Owens est un peu sonné, peut-être qu'il n'est pas forcément lucide sur ce qu'il dit, etc. Surtout que souvent dans les storylines, dans ce type de storyline très personnel, il y a souvent le personnage qui est très impliqué dans une storyline qui peut se faire avoir sur la durée. Et bah là c'est pas le cas parce que il est resté quand même, voilà, il restait sur son objectif, c'est de faire mal et de gagner contre Seth Rollins pour pour le battre. Et pourtant, au fur et à mesure, je me suis dit, mais il prend des risques de plus en plus. Est-ce que justement, ça va pas lui jouer des tours un petit peu comme un Jeff Hardy? On se souvient tous de ce match à SummerSlam avec Jeff Hardy et CM Punk, où Jeff Hardy fait la prestation du show, où il se jette du haut d'une échelle sur CM Punk, mais ça n'empêche que c'est CM Punk qui gagne le titre à la fin. Parce que, c'est bien beau de faire des prises de risque de folie, mais ça vous fait pas gagner. Et je me suis dit, ça va finir comme ça. Et non. Kevin Owens va prendre un saut incroyable, il va sauter du logo de WrestleMania sur la table des commentateurs où il y avait Seth Rollins, un saut incroyable. Puis après le match va continuer de durer un tout petit peu, mais ça va se jouer très rapidement. Il va porter le stunner, qui est quand même l'un des finishers les plus fous, moi j'adore le stunner. Dans le RKO j'adore le stunner, c'est hyper facile à porter mais c'est toujours très 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 spectaculaire quand c'est porté bien comme il faut. Et là très bien porté mais très mal vendu par Seth Rollins. C'est malheureux, voilà, il vend très mal le finish. Parce que moi, quand on porte le stunner, normalement, il faut faire un énorme saut. Et là, Seth Rollins ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il tombe, et il tombe comme ça. Alors que d'habitude, il y a vraiment une sorte de rebond quoi, avec le stunner pour que ça soit spectaculaire, que ça fasse BAM. Quand vous voyez les stunners d'Austin, par exemple, c'est souvent assez comme ça. Il n'y a que Orton. Orton, c'est vraiment le RKO clinique. C'est BAM, tu tombes au sol, tu te relèves pas. Là, c'est le stunner. Quand c'est un vrai stunner, normalement, c'est censé vraiment avoir un rebond, quoi. Et c'est un peu dommage. Et là, il le pin. 1, 2, 3, terminé. Kevin Owens gagne la bataille. Est-ce que ce sera la fin de la rivalité? J'en sais rien. Mais c'est vrai que cette rivalité elle dure depuis tellement longtemps que j'ai pas forcément envie qu'elle perdure. Et surtout, moi je me dis, mais Kevin Owens, là, allez, peut-être qu'il y a un boulevard, ou pour Seth Rollins d'ailleurs, pour aller chercher un titre quoi. Parce que, vu ce qui va se passer après, je vous en parle après. Mais si Roman Reigns ne revient pas, peut-être qu'il y aura un boulevard pour un Kevin Owens ou pour un Seth Rollins pour essayer de revenir dans la course au titre si Roman Reigns revient pas tout de suite. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, alors le match, alors là, peut-être que je vais vous faire de la peine, j'en ai rien à foutre. Mais personnellement, moi Goldberg, j'étais pas là quand il était à la WCW, j'étais pas là quand il était à la WWF, j'étais pas là quand il était en train de porter des jackhammers et des spears dans tous les sens à des gens et que c'était hyper over. J'étais pas là, donc personnellement j'ai aucun affect avec ce catcher. J'ai rien avec ce catcher. Le seul truc que j'ai avec lui c'est il a joué dans Mission Alcatraz et c'est un film que j'aime bien. C'est une sorte de gros navet, mais moi ça me fait plaisir coupable. Le reste, pour moi, il a joué dans Flash d'ailleurs, Bill Goldberg, et quand je l'ai vu j'ai fait mais c'est pas possible. Bill Goldberg, je suis désolé, mais moi personnellement, j'accroche pas. J'accroche pas depuis son premier jour, je n'accroche pas. Quand il est venu poutrer Brock Lesnar, ok ça a fait, c'était incroyable, c'était fou, etc. Mais franchement, les 3 matchs qu'il fait avec Lesnar, c'est une merde. Ensuite, il casse le momentum de Kevin Owens. Je lui en veux, c'est terrible. Moi personnellement, j'aime pas ce catcher. Derrière, il enchaîne avec d'autres matchs. Il bat le film par exemple et gâche la gimmick du film. Moi personnellement, je l'accepte pas, c'est nul. En plus, il fait des prestations affreuses, il fait aucun effort. L'affreux match avec le Taker dont j'avais fait une vidéo, c'est une catastrophe. Mais personnellement, je n'aime pas ce catcher. Je n'aime pas ce catcher, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'il représente. J'aime pas le côté que c'est un papy de 60 ans qui continue à gagner des titres, qu'on continue de mettre over. Pourquoi il met pas over des jeunes catcheurs qui en ont besoin? Pourquoi il met pas over des jeunes catcheurs pourquoi il les enterre tous? Pourquoi il enterre Bray Wyatt? Pourquoi il enterre Kevin Owens? Bref, moi personnellement je le déteste. Je le déteste et j'ose le dire. Voilà, peut-être que vous, Goldberg, c'est votre catcheur préféré. Vous faites, quand Goldberg il arrive, vous chantez Goldberg. Moi personnellement, quand il arrive, je me fais chier. Et là, contre Braun Strowman, on s'est fait chier. On s'est fait chier, mais au moins ça a duré que 3 minutes. Fallait pas cligner des yeux, hein. Hop, 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 c'était 3 spears, 4 spears, 5 spears. Allez, hop, souplex, souplex. Et puis derrière, c'était powerbomb, 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 powerbomb city de la part de Braun Strowman. Et c'est terminé. Et ça a duré déjà trop longtemps. Voilà, ça a duré trop longtemps. Personnellement, j'en peux plus de ce catcher. Il me gâche mes WrestleMania, là ça fait. Il me gâche même les trucs, je ne veux plus le voir. Faut le laisser chez lui, c'est bon, il en a assez fait. Il en a assez fait. Il a assez gâché de choses. Alors là, il y en a qui pourraient me dire, oui, mais par exemple, là, il a mis over Braun Strowman, etc. Est-ce qu'il a vraiment mis over Braun Strowman? Avec une victoire pareille? Avec une victoire pareille, vous mettez over Braun Strowman? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Braun Strowman, il ressort pas fort de ce match-là. Il ressort, voilà, c'est un catcheur, c'est tout. Il a gagné le titre, c'est tout. D'ailleurs, la réaction sur Twitter des gens, c'était, voilà, Braun Strowman a gagné, point, terminé. Maintenant, on a hâte de voir le main event. Ce match ne rentrera pas dans la légende. C'est un match qui va être oublié. Il a duré 3 minutes. Et j'ai même le temps, il a duré 2 minutes 10. Ouais, j'ai le temps, 2 minutes 10. Voilà, c'était affreux. Et en plus, quand ça passe après le Kevin Owens Seth Rollins qui était incroyable, qui a duré 17 minutes quand même, c'est énorme. Moi, que j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Et voilà, non, désolé, mais moi personnellement, ce match-là, et puis de toute façon, ce match-là pour moi, il était nul sur la carte. Ça aurait été Roman, c'était pareil.
Pour moi, c'était pareil. Ça aurait été quoi? Spear contre Spear contre Spear contre Spear. Oh là là, mais ça aurait été l'enfer. Ça aurait été l'enfer. Et ensuite, le main event. Le main event. L'Undertaker, Mark Calloway, affronte The Phenomenal One, AJ Styles. Alors moi je suis hyper fan des deux, je leur avoue une admiration incroyable pour tout ce qu'ils ont fait tous les deux, voilà. Et là, on part donc sur une sorte de street fight qu'on mélange à un Buried Alive match, mais en dehors de l'arène. Mais comment vous dire à quel point j'ai adoré ce match. Alors, je pense que ce match, soit on apprécie, soit on n'apprécie pas. Je pense pas qu'il y aura de juste milieu. Je pense pas qu'il y aura des gens qui vont dire ouais c'était sympa. Oh c'était sympa, moi c'était cool. Je pense qu'il y a pas. Je pense qu'il y a que des gens qui vont vous dire c'était génial ou c'était affreux. Et je pense que c'est aussi lié à votre passif avec l'Undertaker. Moi l'Undertaker c'est le catcheur qui m'a fait aimer le catch, qui m'a fait regarder le catch avec Edge. Et d'ailleurs une de mes premières rivalités c'était Undertaker contre Edge à WrestleMania 24. Quand j'ai commencé à regarder le catch, j'ai commencé au Survivor Series avant WrestleMania 24. Et ben c'était ma toute première rivalité, à dire majeure, parce qu'il y avait d'autres rivalités, mais à SmackDown c'était la grosse rivalité. Et ben j'adorais l'Undertaker et j'adorais Edge. Et ben l'Undertaker, il arrive en American Badass. Alors premier point, j'étais un peu déçu. Alors je m'y connais rien en musique, donc là on va surtout me dire oh mais tu connais rien, etc. J'aurais adoré moi qu'il arrive avec sa musique de l'American Badass, que j'adore personnellement. Il est venu avec une autre musique qui est sympa, hein. Probablement que les gens qui l'ont faite sont très doués, et c'est des gens très sympathiques. Mais personnellement, moi, sa première musique, sa musique de l'American Badass, elle est sur YouTube, je vous encourage à aller la voir. Vous pouvez vous taper Titantron, Undertaker, elle est géniale. C'est une musique incroyable, c'est peut-être même une des musiques, même si sa musique avec le dong est géniale, hein, mais il y a le dong, et puis, enfin, elle est géniale. Moi, personnellement, je l'adore. Et ben, j'étais un peu déçu qu'il arrive pas comme ça, mais il arrive en moto, en biker. Les rumeurs étaient folles là-dessus, tout le monde en parlait. Moi je trouve que c'est très bien qu'ils le mettent en biker et j'aimerais bien moi qu'il reste en biker parce que en fait on va avoir un problème avec l'Undertaker, ça je fais une petite aparté, c'est le fait de l'introduire au Hall of Fame. L'Undertaker, ce sera le catcheur qui mérite le plus le Hall of Fame au monde, d'accord, chez WWE. Le problème c'est que l'Undertaker il a une gimmick qui fait qu'il ne peut pas s'arrêter de catcher et qu'on ne peut pas récompenser l'Undertaker, c'est très compliqué de le récompenser. Par contre récompenser l'Undertaker en American Badass, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et donc je pense que le Deadman, on va continuer de l'avoir de temps en temps, mais peut-être qu'on va plus avoir l'American Badass de manière régulière. C'était cinématographique comme combat, c'était ultra bien fait. Alors je pense qu'ils ont coupé plusieurs fois parce qu'il y a un moment où l'Undertaker il a doigt de crever tellement il était et puis hop il va beaucoup mieux, après il va beaucoup mieux, donc je pense qu'ils ont coupé. Et puis de toute façon on le voit qu'ils ont coupé parce que des moments il y a un moment l'Undertaker est dans le trou, hop il coupe, il est derrière AJ Styles, mais justement le fait de pas le faire en direct, on peut couper, on peut arranger la vérité, on peut faire plein de choses et c'était génial. Le match a duré 18 minutes 17, je pense que c'est quasiment le match le plus long avec le match en échelle. Et bah c'était un plaisir, mais un plaisir fou. Là, tout le passage où ils sont sur le toit là, avec l'Undertaker, dans lequel ils frappent The O.C., donc le Gallows et Carl Anderson, et ensuite on le sentait tous venir, le chokeslam du haut du toit comme ça. On peut très bien en plus le bagouiller parce que bah, il suffit de mettre un matelas en dessous, tu fais ton chokeslam, ensuite tu cut, hop la caméra qui se tourne, exactement comme on ferait avec des cascades quoi. Et ben c'était un truc, moi j'ai toujours dit que les catcheurs étaient très proches des cascadeurs en réalité. Et ben là c'était des cascades. C'était des cascades absolument géniales et ça faisait du bien quoi de voir ça parce que on se disait tous ce WrestleMania il va être affreux etc. Au final cette première soirée elle se termine là-dessus, elle se termine sur un magnifique match que moi en tout cas j'ai adoré avec l'Undertaker, AJ Styles. AJ Styles il fait une super prestation. Je sais pas si vous avez vu mais l'Undertaker, alors je sais pas si c'est une vraie blessure ou pas, mais en tout cas il casse une vitre et donc il se saigne le bras, c'est quand même pas mal. Voilà, ça a donné un côté très réel tout de suite. Et puis le fait de se battre dans la nature carrément, donc voilà, quand tu te fracasses au sol, et ben tu te fracasses sur du sol avec des feuilles, des machins. Je trouve que ça a donné un côté très réel. Et c'est ce qu'on aime aussi dans le catch, c'est quand ça a l'air réel, même si ça l'est pas. On le sait tous qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être vraies parce que sinon vous mourriez à un moment. Quand vous prenez un extincteur et que vous le fracassez dans la tête de quelqu'un, si vous le touchez vraiment, vous mourrez. Et ben là, ça avait l'air réel. Moi j'ai été hyper investi. Alors par contre, j'ai juste une question. Parce que le AJ Styles a été enterré vivant. Et il a pas forcément une gimmick à ressusciter quoi. Donc souvent les Buried Alive, si vous regardez, bah l'Undertaker il les gagnait tous quoi. Parce que bah
c'est pratique, c'est-à-dire que l'Undertaker, lui, il peut être enterré vivant et il revient la semaine d'après, et ça pose pas de problème. Enfin, je me comprends. Alors que là, AJ Styles, j'ai envie de dire, il est enterré vivant, donc il est censé être mort. Donc comment ils vont gérer ça dans les scénarios? Est-ce qu'AJ Styles va arriver à Monday Night Raw, il va dire, bon, ça va, j'étais en vacances, sous la terre, ça va bien. Je sais pas trop comment il va faire ça, mais j'ai trouvé ça ultra bien. Et puis voilà, sa façon de partir, la musique, la lumière aussi était très sympa. Puis je sais pas, la façon de filmer, c'était ça faisait très cinéma. On avait eu des rumeurs comme quoi le match avait beaucoup plu et que c'était une vraie belle réussite. Et ben je confirme, moi j'ai trouvé ça génial. Et puis l'Undertaker, pour une fois, il faisait pas honte quoi ces dernières années, et je trouve que des fois il fait un peu honte. Par exemple, moi je me souviens de ce match en Arabie Saoudite dans lequel il vient et il porte juste un chokeslam sur AJ Styles et il gagne. Là au moins, voilà, AJ Styles, il a fallu quand même s'y prendre pour gagner quoi. Il a fallu un chokeslam du toit, enfin c'est bien quoi, ça me choque pas qu'AJ Styles ait perdu quoi. Alors que là, la dernière fois, ça m'avait vraiment choqué. Là non, bah c'est pas grave, en plus il s'en remettra AJ Styles, ne vous inquiétez pas, hein, c'est un des plus grands catcheurs de tous les temps. En ce moment chez WWE, vraiment il est au top du top, y a pas de problème, il s'en remettra avec The aussi, etc. Vous inquiétez pas, il s'en remettra. Le truc, c'est que il fallait quand même que la défaite elle soit suffisamment, voilà, et comme John Cena quand il avait affronté le Taker, la victoire elle était trop rapide, c'était un peu gâché. Et ben là, la victoire elle dure quand même, voilà, ça dure quand même 18 minutes. Alors c'est pas 18 minutes de combat total, puisqu'il y a à la fois des petits passages, et après il y a Luke Gallows, Karl Anderson qui arrive, puis il y a tout un truc apparemment avec un moment avec les moines comme ça qui sortent, avec la lumière divine qui sort, et puis comme je vous dis à quel point c'était réussi quand entre AJ Styles pense avoir enterré l'Undertaker et que derrière l'Undertaker apparaît juste derrière, avec la lumière derrière, mais c'était magnifique. Les personnes qui ont réalisé ce match, c'est génial. Et donc maintenant on espère tous que le match avec Bray Wyatt et John Cena sera aussi bien réalisé. Sauf que malheureusement on n'en a pas entendu parler. Donc j'ai un petit peu peur que ça se transforme à comme on avait eu avec Bray Wyatt et Randy Orton dans la maison et tout, là où c'était un peu, c'était kitsch quoi, c'était pas du tout réussi. Quand on compare ce match là justement et le match qu'on a eu hier soir, c'était fou. Bref, j'ai beaucoup aimé ce WrestleMania pour selon que c'était la situation. Parce que je pense que s'il y avait eu la foule, il y aurait ce nombreux match là, comme le Kevin Owens Seth Rollins ou le John Morrison Kofi Kingston Jimmy Uso, qui seraient des très bons matchs, et c'est vraiment génial quoi. Ils ont fait de leur mieux, on critique beaucoup WWE, personne ne critique All Elite par contre, parce que All Elite c'est pas grave, eux ils vont continuer de faire des shows jusqu'au mois de mai, c'est pas grave, y'a pas de problème, oh ouais c'est pas grave, tout va bien, enfin voilà, il y a toujours une sorte d'hypocrisie dans le monde du catch, mais ceci étant dit, le WWE ils ont fait de leur mieux. La situation est extrêmement dramatique, c'est compliqué de pouvoir continuer de produire des shows, etc. WrestleMania, c'est compliqué de le déplacer parce qu'il y a des catcheurs qui sont là que pour ça, John Cena, Goldberg, Brock Lesnar peut-être, on peut penser à Edge aussi. Donc c'est compliqué de le déplacer, c'est compliqué de le mettre ailleurs, c'est compliqué, il y a plein de choses qui sont compliquées. Là, ils font de leur mieux et on a hâte demain de voir Bray Wyatt, John Cena. Bon, moi, j'ai hyper hâte de voir Edge parce que Edge, c'est mon catcheur préféré de tous les temps avec l'Undertaker. Donc j'ai hâte de le voir demain. Et bien sûr, Drew McIntyre contre Brock Lesnar avec la victoire de Drew McIntyre qu'on attend tous. Ça va être génial. Après, les autres matchs m'intéressent peut-être un peu moins, même si je pense qu'ils seront tous assez sympathiques. On verra ce que ça donne. Espérons qu'il n'y ait pas d'autres accidents de la route. Mais de mémoire, dans la carte, il y a Bobby Lashley, peut-être Aleister Black, qui a un peu un accident de la route en prévision. Mais il n'y a pas un Elias Baron Corbin quoi. Demain, donc normalement, ce soir on devrait s'en sortir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a toujours le lien YouTube dans la description, ça ne change rien. Je vous remercie parce qu'on a dépassé les 4000 abonnés hier soir, donc c'était complètement fou. Et on a déjà bien dépassé les 4000, c'est assez dingue. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la review de la soirée 2 de WrestleMania. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette soirée, est-ce que vous avez été satisfait, est-ce que vous n'avez pas été satisfait, qu'avez-vous pensé de Elias Baron Corbin, qu'avez-vous pensé de l'Undertaker et AJ Styles, qu'avez-vous pensé de Goldberg contre notre ami Braun Strowman, est-ce que pour vous ces matchs ont été à la hauteur ou ont été des déceptions. N'hésitez pas à me parler aussi du ladder match, qu'est-ce que vous en avez pensé, bref, dites-moi tout ça en commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, allez ciao.